Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un grand merci d'être là pour échanger au cours de ce séminaire sur la liberté de la presse, presse de liberté. Alors, je vais laisser tout de suite la parole à Pierre Laurent, qui est sénateur, et en disant tout de suite aussi l'accueil toujours très chaleureux et fraternel que nous recevons dans ces lieux. Je voudrais aussi remercier Robert Gély et Charles Sylvestre qui ont porté intégralement le poids de ces journées. C'est à eux que vous pourrez adresser vos félicitations ou faire vos reproches, n'est-ce pas? Moi, je fais juste comme ça le mot d'introduction. Et puis remercier aussi, bien évidemment, Thomas Chauder, Nicole Chauder et Marjolaine Delvaux d'avoir bien voulu assurer toute la logistique. Alors voilà, je passe tout de suite la parole à Pierre Laurent. Pierre, c'est à toi. Merci beaucoup d'être là. Merci de votre soutien. Merci. Oui, merci Roland. Et bonjour à tout le monde. La première chose que je voudrais dire, ensuite au remerciement de Roland, c'est que c'est toujours un honneur et un plaisir pour cette maison de vous recevoir ici. Je ne crois pas que ce soit la première fois. En tout cas, vous redire que vous êtes ici chez vous. Cette maison est faite pour ça. On souhaite, dans ce lieu prestigieux, nous cherchons à le faire vivre comme un lieu de culture, un lieu de débat, un lieu d'événements qui permettent des rencontres fructueuses de tous ceux qui cherchent à faire avancer les combats d'émancipation humaine. Donc je veux vous redire que l'appel des appels sera toujours le bienvenu dans cette maison. Je veux aussi vous dire un mot de la part de Pierre Daréville, député du Rhône, qui est l'animateur de la Commission nationale culture du Parti communiste français, qui connaît très bien Roland. Vous aviez d'abord invité, et puis Pierre ne pouvait pas, donc il m'a un peu transmis la responsabilité de vous accueillir et de dire quelques mots, et c'est avec beaucoup de plaisir que je le fais, mais je voulais vous transmettre de sa part les amitiés à vous toutes et tous, et à Roland en particulier, les amitiés de Pierre Daréville. Vous avez choisi pour cette journée un thème qui, à mes yeux, dans cette période si particulière, à la fois de la situation nationale, mais aussi de la situation du monde, je pense que vous avez choisi un terme d'une grande pertinence. Et j'entends par là les deux termes du thème que vous avez choisi. Je vais essayer d'en dire un mot brièvement sur les deux. Liberté de la presse et presse de liberté. Je pense que la deuxième partie du thème me paraît particulièrement importante en ce moment. Je vais essayer de dire pourquoi. Évidemment, on sait tout, je pense qu'on partage évidemment tous cette idée ici. La liberté de la presse, c'est une liberté qui est pour nous au premier rang des libertés publiques fondamentales. Une liberté qui est constitutive de la construction de toute démocratie. Une liberté sans laquelle nous ne pouvons pas accéder évidemment à l'information, à la liberté de discuter cette information, et finalement à la capacité de se faire une opinion sur les événements du monde et sur les choix qu'il convient en tant que citoyen participant à la construction de la démocratie, la capacité de se faire une opinion. Ça me paraît important de dire ça, même si ça peut paraître une banalité, mais comme on nous noie en permanence d'études, d'enquêtes, d'opinions, de sondages qui prétendent dire l'opinion et qui nous assènent des opinions préfabriquées, ou si elles ne sont pas préfabriquées, qu'on nous assène comme des évidences qui devraient s'imposer. Je pense que dans ce monde-là,
beaucoup d'informations de ce type circulent. Je pense que préserver notre autonomie à pouvoir nous faire notre opinion, faire son opinion sur la situation, fait partie des éléments de démocratie qui sont assez fondamentaux. Et c'est pas si simple que ça pour se faire son opinion dans le monde que nous vivons sur beaucoup de sujets. Donc c'est une autonomie qui se gagne, c'est une autonomie dont nous avons besoin pour nous émanciper intellectuellement et humainement, mais qui n'est pas loin d'être acquise malgré le fait que nous soyons tous les uns et les autres noyés d'informations. Donc je pense que c'est évidemment une question centrale. Nous savons tous que cette liberté et ces libertés sont très malmenées dans le monde d'aujourd'hui. Les dernières enquêtes internationales, il y a des gens plus qualifiés que moi pour en parler ici et qui devront peut-être dans la discussion des éléments plus précis, mais ne sont pas extrêmement rassurantes parce qu'elles montrent dans beaucoup de pays du monde des atteintes graves, voire extrêmement brutales contre la liberté d'informer, contre les journalistes. Comme parlementaire, il m'arrive malheureusement de plus en plus souvent d'être amené à intervenir ou à signer des appels et des tribunes pour sortir des journalistes de prison, encore très récemment au Sénégal, qui n'est pourtant pas, il y a quelques temps encore, le pays le plus inquiétant de ce point de vue-là, et qui est un pays dans lequel la situation est en train d'évoluer. Enfin, je ne le mets pas forcément au premier, c'est pas parce que je cite ce pays que ce n'est pas le pays où ces libertés sont les plus. Mais c'est significatif que même dans les pays où la situation n'était pas aussi grave qu'elle est, elle le est. Donc il y a une situation qui est évidemment préoccupante. Elle est, il faut le dire, elle est préoccupante dans plusieurs pays européens. Et elle est, on parlera sûrement des événements de ces derniers mois en France, mais elle est aussi en France, et le développement des brutalités, des violences dans les manifestations provoque aussi des situations parfois périlleuses et dangereuses pour les journalistes que nous n'avions pas connues avec une telle brutalité. Donc c'est, je crois que nous avons toutes les raisons d'être en alerte sur cette situation. Mais au-delà de ces atteintes les plus violentes, les plus brutales, les plus condamnables contre la liberté d'information et la liberté des journalistes, je pense que nous avons des questions structurelles à nous poser sur la situation des médias et de la presse. La situation économique des médias, en particulier dans notre pays, est préoccupante. Un grand nombre de médias sont contrôlés par une petite poignée de grands propriétaires économiques, dont désormais les visées idéologiques sont décomplexées. Évidemment, je pense à Bolloré, qui a conduit une reprise en main de plusieurs rédactions importantes du pays de manière extrêmement brutale, mais si on additionne le poids économique de la presse, de Bolloré, de Draghi, de Bouygues, de Kretinsky maintenant, de Tchèque, on voit qu'on a un phénomène de concentration des médias à nouveau extrêmement préoccupant. Je sais que David Assouline va nous rejoindre, qui a conduit une commission d'enquête sur la concentration des médias à laquelle je participais et qui était rapporteur au Sénat. Cette commission d'enquête, il en parlera mieux que moi, puisqu'il est arrivé, je ne l'ai pas vu. Mais on
a senti dans les débats à l'intérieur de cette commission combien essayer de mettre le projecteur sur cette concentration des médias et sur ça n'allait pas de soi, parce qu'il y a des forces politiques qui ne veulent pas que nous ouvrions le débat public de manière transparente sur cette question. Et le simple fait de chercher à faire un état des lieux de ce niveau de concentration fait déjà problème et a été une bataille dans cette commission d'enquête. Mais au-delà de la puissance de ces groupes, évidemment, on est dans un paysage qui est bouleversé par la présence des plateformes, le poids des GAFA, et tout ça fait système. Je crois personnellement que les algorithmes des plateformes qui se nourrissent d'un certain type d'information et de l'amplification d'un certain type d'informations les plus scandaleuses, les plus clivantes, parfois les plus brutales et les plus scandaleuses, fait système avec les chaînes d'info continues. L'une et l'autre sont un peu la chambre d'écho de l'autre, tout ça pour nous amplifier sans cesse un bruit médiatique qui nous empêche de réfléchir et qui nous entraîne dans un flot d'informations dont il est très difficile, au-dessus duquel il est très difficile de se mettre pour penser une autre information. Donc il y a un très gros sujet, sur les liens entre cette concentration économique, qui n'est pas seulement nationale, pas seulement européenne, qui est désormais mondiale, et la liberté d'information. Et c'est évidemment un très gros sujet de préoccupation, parce que les prises de contrôle ou les stratégies financières agressives pour prendre le contrôle, parfois au nom des besoins de financement qu'ont les médias ou la presse, parce que la numérisation de la presse appelle souvent beaucoup d'argent pour faire face à la modernisation du système, et une presse sous-capitalisée, eh bien, si elle n'est pas protégée par la législation, par la loi, si le pluralisme n'est pas protégé, elle est à la merci de prédateurs économiques qui se présentent comme des mécènes de la presse et qui, en vérité, ne cherchent qu'à en prendre le contrôle. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à repenser sur ça. Et le dernier aspect sur lequel je voudrais faire un mot, parce que je ne peux pas parler trop longtemps, parce qu'il s'agit d'un monde d'accueil, c'est que vous mettez l'accent au-delà de ces questions derrière la liberté de la presse, la liberté des journalistes, le pluralisme des médias, sur presse de liberté. Finalement, et ça me paraît extrêmement important, parce qu'il y a une énorme bataille de sens en tout domaine. Et je pense que ce débat-là, c'est un débat qui interroge les citoyens. Je pense, et là, puisque j'ai été pendant 25 ans journaliste aussi, je pense à ce métier, je pense que c'est un débat qui devrait interroger, et qui, je le sais, interroge l'ensemble des professions qui font l'information. Et je pense que c'est un débat que les journalistes et les citoyens devraient mener ensemble. Nous avons besoin de maîtriser le sens de ce que nous racontons, de ce que nous partageons, de ce que nous essayons de débattre, sans se laisser envahir avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. Je vais prendre deux exemples d'actualité pour dire ce que je dis. Je suis sénateur, je suis membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, et je suis plongé jusqu'à la fin du mois de juin, début juillet, dans le débat de la loi de programmation militaire. On va dire avec ces débats-là, qui, vous savez, prévoient de dépenser dans les 7 prochaines années 413 milliards d'euros pour les dépenses militaires de la France, en très forte augmentation par rapport à la loi de programmation militaire précédente. Mais ce débat, c'est ça que je veux dire, je ne vais pas parler de la loi de programmation militaire, ça nous entraînerait
ailleurs par rapport c'est que nous sommes envahis de termes qui n'ont jamais été vraiment discutés. J'en cite un, économie de guerre. Macron ne cesse de dire nous devons entrer en économie de guerre. De quoi est-ce qu'on parle? J'étais en commission des affaires étrangères et c'est un mot que maintenant vous lisez dans toute la presse quotidiennement. Nous étions en commission des affaires étrangères et de la défense avec le ministre Sébastien Lecornu il y a quelques jours. Cette question est revenue dans le débat, c'est visible puisque l'audition, pour le coup, c'est pas toujours le cas, a été retransmise. Et lui-même dit à un moment donné, mais économie de guerre, effectivement, ça vaudrait la peine, enfin, en gros, on ne sait pas exactement ce que c'est, on peut mettre plusieurs choses, etc. Pourtant, ce mot s'impose. Il envahit le débat public comme une espèce d'évidence qui n'a en vérité jamais été discutée. C'est quoi, pour la France aujourd'hui, l'économie de guerre? Faut-il être en économie de guerre, etc. Macron fait beaucoup. Vous vous rappelez qu'on était déjà, la première phrase de son discours sur le Covid, en mars 2020, c'est « nous sommes en guerre ». Donc on était en guerre contre le Covid, on est en guerre, on est soi-disant en économie de guerre, alors que tous les spécialistes disent que nous ne le sommes pas d'ailleurs, en économie de guerre. Mais je cite cet exemple parce que voilà pour moi un mot qui envahit subitement le débat public sans que nous en maîtrisions les uns et les autres, les tenants et les aboutissants. Et là, je ne sais pas, je ne dis pas ça comme pour pointer du doigt les journalistes, je me considère comme journaliste, mais et beaucoup de journalistes emploient cette formule comme si elle était naturellement entrée dans le débat public sans qu'elle ait été discutée. Ce n'est pas une petite question, savoir si l'économie française doit être une économie de guerre. C'est quand même une question extrêmement sérieuse, extrêmement lourde. Mais nous traitons ça avec beaucoup de légèreté et beaucoup de superficialité. Et je pense que c'est très grave, je cite cet exemple-là, mais il y en a malheureusement beaucoup d'autres. Je cite un deuxième exemple. Macron a parlé très récemment, à propos de plusieurs faits divers, en mélangeant des faits divers de nature très divers d'ailleurs, de décivilisation. C'est pas un mot anodin. Alors d'ailleurs, les mêmes qui montrent les mots de guerre à la bouche parlent de décivilisation à propos de certains faits divers. Si la guerre, c'est pas la décivilisation, on expliquait ce que c'est, il n'y a pas plus décivilisationnel que la guerre. Mais ce mot-là qu'a employé le président de la République, et qui fait maintenant partie, pareil, du débat public, qu'on retrouve dans les articles, etc., n'est pas à discuter. Or, c'est pareil, c'est pas un mot quand même, c'est pas un mot, c'est un mot lourd de sens, hein, qui mériterait un débat, qui mériterait un pluralisme d'approche, qui mériterait voilà, que nous en discutions, que la discussion publique puisse s'emparer de cette question. Si le président de la République en parle, ça ne peut pas être traité comme une évidence qui s'impose. Et je pense que ça nous renvoie à une question, c'est qu'il devient extrêmement difficile, je crois, pour les citoyens, mais pour les journalistes aussi, de faire correctement leur métier. Je crois qu'il y a une grosse bataille pour faire respecter pour les journalistes et pour la presse les conditions de l'exercice du métier. Le temps, le recul, la vérification de l'information, le pluralisme de débat autour d'une notion qui apparaît dans le débat public et qui mériterait qu'on y réfléchisse. Et tout ça est quand même singulièrement écrasé au profit d'une machine informationnelle qui fonctionne comme un rouleau compresseur et qui nous empêche de réfléchir. Et la dernière remarque que je voudrais faire sur ça, c'est que, et en même temps, et c'est le paradoxe de la situation dans laquelle nous sommes, mais qui du coup présente des aspects dangereux, c'est que bien que ce rouleau compresseur s'impose et finalement produise quand même des effets dans les consciences, et on
comprend bien pourquoi, il n'imprime pas totalement parce qu'il est en décalage avec ce que pense ou ce que semble vivre ou l'expérience de millions de gens ici, dans le monde, ailleurs, etc. Et donc moi je vois là une des raisons, on s'interroge parfois sur la défiance que les citoyens ont à l'égard du monde politique ou des médias, la presse qui, dans la politique, ils ont plus ou moins de confiance envers les uns ou les autres, et dans les médias pareil. Il y a des médias dans lesquels on a plus confiance que dans d'autres, mais il y a quand même une distance, une défiance, une interrogation qui est souvent non dite. Et je crois qu'elle tient au fait qu'il y a un décalage croissant entre ce rouleau compresseur informationnel, dominé au fond par des groupes économiques, par des algorithmes des plateformes, par une ambiance idéologique qui ne correspond pas à l'expérience concrète et aux interrogations de dizaines de millions de gens. Et nous venons de le vivre d'une certaine manière tous ces derniers mois. Et nous voyons ce fossé grandir entre les citoyens. C'est dangereux pour la démocratie, parce qu'évidemment, dans ce fossé qui se crée, peuvent aussi grandir les idées que du complotisme, ou l'idée qu'il n'y a plus de vérité en rien, que ça ne sert plus à rien de croire personne. Si les gens n'ont pas le sentiment que leur expérience ou leur réflexion puisse entrer dans le débat public comme quelque chose de respectable et qui doit être entendu dans la construction de l'opinion commune, alors effectivement ils peuvent se détourner de cet exercice commun de la raison qui consiste à penser ensemble l'avenir de nos sociétés. Donc je pense qu'il y a dans cette situation quelque chose qui est préoccupant, qu'il ne faut pas laisser s'installer et qui appelle à la réappropriation citoyenne, publique, populaire de l'information, aussi bien par les citoyens que par les gens dont c'est le métier, par les journalistes, sans, et pour moi c'est très important, sans opposer les uns aux autres, mais au contraire, pour faire dialoguer les uns ensemble avec les autres, pour construire une autre manière de regarder la question de la construction de l'information et la question de la construction de notre conscience commune. Et heureusement, pour terminer sur un haut optimiste, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire ça. Dans la société. Il y a beaucoup de gens dans le métier qui continuent de faire leur métier avec une conscience professionnelle qui se heurte à beaucoup d'obstacles structurels. Il y a beaucoup de nouveaux médias, parfois très éphémères, qui naissent, beaucoup de tentatives. Évidemment, le numérique permet des expériences nouvelles, comme ont permis à une époque les radios libres, à quelque chose d'émergé nouveau. Donc, il y a un bouillonnement dans la société qui se préoccupe de ces questions, mais qui a du mal, effectivement, à trouver de la force, qui a du mal à faire sens, qu'il faut encourager pour essayer de dépasser ces limites et, au fond, pour construire la démocratie. Donc, je crois que la défense des attaques contre la liberté de la presse, la défense des journalistes qui font leur métier, doit aller de pair avec une interrogation commune menée de front par les citoyens et les journalistes sur la construction de l'information. Et je pense que c'est en combinant l'ensemble de ces choses que nous pouvons ouvrir les voies d'une nouvelle liberté de la presse et d'une nouvelle presse de liberté pour reprendre le mot que... Voilà ce que je voulais vous dire en mot d'accueil, et puis on m'avait permis de dire quelques mots sur ma propre réflexion sur le sujet, donc je le fais. Je termine juste en m'excusant parce que quand Pierre Darabil m'a demandé, je croyais que c'était le matin, c'était l'après-midi, je vais rejoindre après très vite, il y a en région parisienne un très grand rassemblement de tous les Comoriens de France qui sont
vous savez, assez préoccupé de la situation à Mayotte en ce moment, aux Comores et dans le canal de Mozambique, qui sont extrêmement inquiets de ce qui se passe avec l'opération Wamouchou, voilà, et qui font un très grand meeting dans lequel ils m'ont demandé d'intervenir cet après-midi, donc je vais les rejoindre après pour cette initiative. Je suis désolé, donc je ne pourrai pas participer à votre débat, mais comme je sais qu'il est enregistré, on pourra le dire, j'en profiterai plus tard. Je vous remercie de m'avoir cédé la parole quelques instants. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Pierre de ton accueil chaleureux et puis de nous avoir aussi propulsé d'entrée de jeu dans la déclinaison des termes que nous proposons pour ces journées. Alors avant de céder la parole à Evelyne Sirmarin, chargée de l'animation, je voudrais, si vous me permettez, dire deux choses, en accord avec mon très cher ami Robert Gély. D'abord, pour quelle raison est-ce que l'appel des appels s'intéresse à cette question de la liberté de la presse et presse de liberté? Bien parce que je pense que nous avons là un exemple pathognomonique, je dirais, de l'impact justement des conditions sociales et politiques sur un métier, le métier de journaliste. Et donc c'était très important de pouvoir justement analyser les conditions qui aujourd'hui font que les industries médiatiques, avec les procédures d'empêchement comme les procédures de financement, métamorphosent un métier qui est celui justement de journaliste chargé de participer à la formation critique des citoyens en vue de créer un espace démocratique. Et il est extrêmement important que le journaliste soit, je veux dire, appuyé par un haut magistrat qui a eu également à connaître bien des expériences concernant le journalisme. Et donc, effectivement, une nouvelle fois, je remercie très chaleureusement Robert d'avoir su, avec Charles, mener ce projet jusqu'à nous. Le deuxième point, c'est pas un parole, c'est un accord avec Robert, je vais demander l'autorisation, c'est vous lire quelques mots de Camus. Alors Charles parlera de Camus demain, il le fera sans doute mieux que moi. Et je pense que c'est une manière d'introduire, si vous voulez, d'introduire aussi nos journées, avec l'appui de Pierre. C'est un texte de novembre 1939 qui aurait dû paraître dans le Soir républicain. Elle m'écrit, et justement ce qu'il nous plairait de définir ici, ce sont les conditions et les moyens par lesquels, au sein même de la guerre et de ses servitudes, la liberté peut être non seulement préservée, mais encore manifestée. Ces moyens sont donc de 4. La lucidité, le refus, l'ironie et l'obstination. La lucidité suppose la résistance aux entraînements de la haine et au culte de la fatalité. En face de la marée montante de la bêtise, il est nécessaire également d'opposer quelques refus. Toutes les contraintes du monde ne feront pas qu'un esprit un peu propre accepte l'animal honnête. Or, et pour peu qu'on connaisse le mécanisme des informations, il est facile de s'assurer de l'authenticité d'une nouvelle. C'est à cela qu'un journaliste libre doit donner toute son attention. Car s'il ne peut dire tout ce qu'il pense, il lui est possible de ne pas dire ce qu'il ne pense pas ou qu'il croit faux. Et c'est ainsi qu'un journal libre se mesure autant à ce qu'il dit qu'à ce qu'il ne dit pas. Cette liberté, c'est un point le plus important, cette liberté toute négative est de loin la plus importante de toutes, si l'on sait la maintenir, car elle prépare l'avènement de la vraie liberté. En conséquence, un journal indépendant donne l'origine de ces informations, aide le public à les évaluer, répudie le bourrage de crâne, supprime les invectives, valide par des commentaires l'uniformisation des informations et, en bref, sert la vérité dans la mesure humaine de ses forces. Je crois que c'est un point important, puisque au moment où l'importance d'une information n'est pas évaluée à l'exactitude du message qu'elle transmet, mais à l'effet qu'elle produit, c'est-à-dire le buzz, il va de soi qu'on est dans le pragmatisme plus absolu, puisque la vérité d'un objet, d'un acte aujourd'hui, dont une information, n'est pas encore une fois son adéquation à l'objectivité, à l'exactitude, n'est-ce pas, à l'éthique, mais dépend des effets produits.
À partir du moment où ce qui compte, c'est l'effet produit, c'est-à-dire, c'est la logique de l'image, le nombre de spectateurs, le nombre de lecteurs, le nombre d'auditeurs, à partir de ce moment-là, eh bien, il se trouve que la fake news, c'est le paradigme originaire des informations à venir. Merci.